le vent siffle doucement à travers les ruelles pavées, portant le léger tintement d'une cloche lointaine. Une brume matinale enveloppe les toits pentus d'une ville européenne du XVIIe siècle, ses contours se découpant avec une netteté saisissante, presque irréelle, sous un ciel pâle. Chaque détail, du colombage des maisons aux modestes charrettes tirées par des bœufs, semble figé dans le temps, témoignant d'une époque révolue. C'est dans ce décor d'une beauté austère que nous plongeons, au cœur d'une France où la foi en Dieu était aussi omniprésente que la peur du diable. Nous sommes au XVIIe siècle, une période charnière de l'histoire française, souvent idéalisée pour ses splendeurs royales et ses avancées intellectuelles. Pourtant, sous les ors de Versailles et l'éclat des lumières naissantes, une ombre bien plus sombre planait sur l'esprit des gens, celle de la sorcellerie. Ce n'était pas une simple superstition marginale, mais une croyance profondément enracinée, une explication tangible aux malheurs inexplicables, aux récoltes perdues, aux maladies mystérieuses et aux morts subites. La sorcière, figure maléfique par excellence, était perçue non pas comme un personnage de conte, mais comme une menace réelle, tapie dans l'ombre, capable de jeter des sorts, de pactiser avec le diable et de causer d'indicibles souffrances. Comment cette croyance a-t-elle pu façonner le quotidien de millions d'individus? Imaginez un instant vivre dans un monde où le moindre incident, une vache qui ne donne plus de lait, un enfant qui tombe malade, une averse inattendue qui ruine la moisson, pouvait être attribué à l'intervention maléfique d'une voisine, d'une femme solitaire, ou de toute personne jugée un peu trop différente. La peur était une monnaie courante, un sentiment qui dictait les interactions sociales, les rituels de protection et même la manière dont on percevait le monde. Les récits de sabbats nocturnes, de potions maléfiques et de pactes avec le malin n'étaient pas des fables pour enfants, mais des réalités cruelles qui alimentaient une méfiance généralisée. Le point de départ de cette hystérie collective n'est pas un événement unique, mais plutôt la convergence de plusieurs facteurs. Une foi religieuse intense, un cadre juridique qui se durcissait contre l'hérésie, et une société en proie aux tensions économiques et sociales. Les persécutions contre les sorcières n'ont pas surgi de nulle part. Elles ont trouvé un terrain fertile dans l'imaginaire populaire et ont été légitimées par des autorités religieuses et civiles qui y voyaient un moyen de maintenir l'ordre et de réaffirmer leur pouvoir face aux forces obscures. C'est ainsi que des accusations, souvent fondées sur de simples rumeurs ou des rancœurs personnelles, pouvaient rapidement dégénérer en procès et en condamnation. Les bûchers qui s'allumaient dans les places publiques n'étaient pas seulement des exécutions, mais des rituels macabres destinés à purger la communauté du mal. Chaque flamme qui s'élevait vers le ciel était censée éradiquer une menace invisible, renforçant paradoxalement la peur qu'elle était censée dissiper. Mais comment une nation aussi avancée que la France, au seuil du siècle des Lumières, a-t-elle pu sombrer dans une telle folie collective? Comment l'Europe, berceau de la raison et du droit, a-t-elle pu laisser des milliers de ses citoyens être torturés et exécutés sur la base d'accusations aussi ténues? C'est une question qui nous hante encore aujourd'hui, et dont les réponses se trouvent au carrefour de l'histoire, de la psychologie collective et de la nature humaine. Ce voyage au cœur de la chasse aux sorcières en France au XVIIe siècle nous révélera comment la peur peut transformer des hommes en monstres et comment la quête de boucs émissaires peut déchaîner une violence inouïe. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette hystérie, il faut remonter bien avant le XVIIe siècle. La figure de la sorcière n'est pas née de la nuit au Moyen-Âge. Elle a évolué, s'est transformée, absorbant des peurs ancestrales et des croyances païennes. Initialement, la sorcière médiévale était souvent une femme sage, une herboriste, une guérisseuse, parfois respectée, parfois crainte pour ses connaissances des forces naturelles. Mais au fil des siècles, et notamment avec l'influence croissante de l'Église et la peur grandissante de l'hérésie, cette figure a été diabolisée. La guérisseuse est devenue l'instrument du malin, ses remèdes des poisons, ses rituels des pactes démoniaques.
L'Église, dans sa lutte contre ce qu'elle percevait comme des déviations de la foi, a joué un rôle crucial dans cette transformation, forgeant l'image d'une sorcière ennemie de Dieu et de l'humanité. L'État, loin de tempérer ses ardeurs, a souvent emboîté le pas. Les autorités civiles y voyaient un moyen de maintenir l'ordre social, de réprimer les marginaux et de consolider leur pouvoir. En France, comme ailleurs en Europe, les ordonnances royales et les parlements provinciaux ont progressivement mis en place un cadre juridique qui non seulement reconnaissait l'existence de la sorcellerie, mais en faisait un crime passible des peines les plus sévères. Les juges se sont appuyés sur des textes qui rationalisaient cette peur, le plus tristement célèbre étant sans doute le Malleus Maleficarum, ou Marteau des sorcières. Publié en 1487, ce traité démoniaque, écrit par 2 inquisiteurs dominicains, détaillait les méthodes pour identifier, interroger et condamner les sorcières. Il devint une sorte de manuel pour les chasseurs de sorcières, légitimant la torture et les accusations les plus fantaisistes. Son influence s'est étendue bien au-delà de son époque, imprégnant les esprits et justifiant les atrocités commises. La France n'a pas été épargnée par cette vague de persécution, mais certaines régions furent particulièrement touchées, devenant des épicentres de la peur. La Lorraine, avec ses frontières poreuses et son histoire complexe, la Franche-Comté, alors sous influence espagnole, et le Pays basque, où les traditions populaires se mêlaient aux croyances chrétiennes, furent le théâtre de milliers de procès et de condamnations. Dans ces territoires, la peur des sorcières était une réalité quotidienne, palpable, qui influençait chaque aspect de la vie. Une mauvaise récolte, une épidémie, un accouchement difficile, tout pouvait être interprété comme l'œuvre d'un sort jeté. Les voisins se méfièrent des voisins, les communautés se fracturaient sous le poids des accusations. Les rituels de protection, les amulettes et les prières étaient omniprésents, tentant de conjurer le mauvais œil et les maléfices. Mais, paradoxalement, plus on cherchait à se protéger, plus la peur s'intensifiait, créant un cercle vicieux où la moindre anomalie venait confirmer l'omniprésence du mal. La vie quotidienne était une danse précaire entre la foi et la superstition, l'ordre divin et les forces occultes. Les procès n'étaient pas des événements isolés, mais le point culminant d'une tension sociale et psychologique constante. La figure de la suspicion en certitude et la rumeur en preuve irréfutable. C'est dans ce contexte juridique et social tendu que se sont déroulés les procès, des événements glaçants qui allaient sceller le destin de milliers d'innocents. Ainsi, une simple rumeur, un mot chuchoté dans les ruelles pavées, pouvait déclencher un engrenage fatal. Une dispute de voisinage, une jalousie enfouie, un revers de fortune inexpliqué, et l'accusation de sorcellerie devenait l'arme par excellence pour régler ses comptes ou trouver un coupable facile. L'arrestation était souvent brutale, précipitant l'accusé, le plus souvent une femme âgée, veuve ou marginalisée, dans les geôles d'une justice implacable. Une fois appréhendée, la personne était soumise à une enquête qui s'apparentait davantage à un interrogatoire sous pression qu'à une recherche de vérité. La torture, loin d'être une exception, était une pratique courante, légitimée par la conviction que le diable ne céderait sa proie qu'à la contrainte la plus extrême. Les méthodes étaient variées et d'une cruauté inimaginable. L'estrapade, le brodequin, la question de l'eau. Ces instruments de souffrance visaient à arracher des aveux, souvent des confessions délirantes et incohérentes dictées par la douleur et le désespoir. Ces preuves, obtenues sous la contrainte, bien que dépourvues de toute valeur intrinsèque, étaient pourtant considérées comme des confirmations divines de la culpabilité de l'accusé. La marque du diable, une tache de naissance, une verrue ou une cicatrice, était activement recherchée par les inquisiteurs. On piquait ces marques avec des aiguilles, persuadés qu'elles seraient insensibles à la douleur si elles provenaient du malin. Des figures emblématiques de cette chasse aux sorcières, comme Pierre de l'Ancre, magistrat et démonologue du Pays basque au début du XVIIe siècle, incarnaient cette justice zélée et bornée.
Ces méthodes, basées sur des interrogatoires prolongés et l'application systématique de la torture, ont conduit à la condamnation et à l'exécution de centaines de personnes. Il était persuadé de mener une guerre sainte contre les forces du mal, transformant chaque accusé en un ennemi public et spirituel. Le procès lui-même était une mascarade. L'accusé n'avait généralement pas droit à une défense digne de ce nom. Les témoignages à charge, souvent basés sur la rumeur, la superstition ou des dépositions obtenues sous la torture par d'autres accusés, étaient acceptés sans critique. Les juges, imprégnés des croyances démoniaques de l'époque, voyaient dans chaque dénégation une preuve supplémentaire de la ruse diabolique. L'issue était presque toujours la même: la culpabilité. Les sentences variaient, mais la plus courante et la plus redoutée était la mort sur le bûcher. Considérée comme un crime contre Dieu et l'humanité, la sorcellerie était punie par le feu, censé purifier l'âme et empêcher les maléfices de se propager. D'autres peines, moins définitives mais tout aussi infamantes, incluaient la flagellation publique, l'exil ou la confiscation des biens. Les exécutions étaient des spectacles publics, conçus pour instiller la peur et renforcer l'ordre social, des avertissements macabres pour quiconque oserait défier les normes établies. Pourtant, cette sombre période ne pouvait durer éternellement. Le déclin des persécutions fut un processus lent et complexe, alimenté par plusieurs facteurs. Progressivement, des voix dissidentes se sont élevées, remettant en question la validité des aveux obtenus sous la torture et l'existence même de la sorcellerie. Des avocats courageux ont commencé à défendre plus efficacement les accusés, tandis que certains juges, lassés par l'absurdité des accusations et l'injustice des condamnations, ont commencé à exiger des preuves plus tangibles. L'influence grandissante de la philosophie des Lumières, avec son appel à la raison et à l'empirisme, a également joué un rôle crucial. Les penseurs comme Voltaire, bien que plus tardifs, ont jeté les bases d'une pensée critique qui allait éroder les fondements superstitieux de la chasse aux sorcières. Les ordonnances royales, à partir de la fin du XVIIe siècle, ont également imposé des restrictions plus strictes aux tribunaux, exigeant des preuves plus solides et limitant la torture. En France, l'ordonnance de 1682, bien qu'elle ne supprime pas la sorcellerie des codes pénaux, la relègue au rang de simple superstition, punissable de peines moins sévères, marquant de fait la fin des grands procès. L'héritage de la chasse aux sorcières est un rappel puissant de la fragilité de la justice face à l'hystérie collective et à la peur. Il nous interroge sur la manière dont les sociétés construisent leurs boucs émissaires, sur la puissance de la rumeur et sur la facilité avec laquelle l'innocence peut être broyée par des systèmes judiciaires corrompus par l'idéologie. C'est une leçon intemporelle sur la nécessité de la pensée critique, de la protection des droits individuels et de la vigilance constante contre les dérives de l'intolérance. Cette période sombre de l'histoire française nous exhorte à ne jamais sous-estimer le pouvoir destructeur de la peur et de la superstition.